Donc, au nom de la commission Entrechamps, je suis très heureux de rencontrer Arnaud Bertinat, qui est écrivain, qui publie depuis 20 ans de nombreux ouvrages. Je ne vais pas les citer tous, mais je veux quand même mentionner les 3 derniers, qui sont Des châteaux qui brûlent. Ensuite, Les châteaux qui brûlent, on peut dire un mot, il s'agit d'une prise d'otage dans une usine, c'est une fiction d'un homme politique. Et ensuite, vous avez écrit L'âge de la première passe. C'est un travail d'écriture au Congo avec des jeunes filles qui se prostituent. Et donc c'est à l'interface entre votre métier d'écrivain et aussi d'écrivain qui anime des ateliers d'écriture et puis aussi de romancier. Et le tout dernier qui fait grand bruit, il est sorti mi-octobre cette année 2021, et on en entend déjà beaucoup parler sur les ondes, Ceux qui trop supportent. Alors je crois que vous avez emprunté le titre à un autre écrivain. À 2 autres écrivains. En fait. 2 autres? Ouais. Ah, oui. Puisque je l'ai trouvé, c'est un vers d'Eschyle, mais que j'ai trouvé dans un livre de François Bon. D'accord. Donc ça remonte à la plus haute antiquité. D'accord. Mais ce soir, c'est au titre aussi d'écrivains qui pensent la littérature que je souhaitais vous rencontrer pour vous poser cette question très brève concernant le récit documentaire. Est-ce que vous pourriez d'abord nous éclairer sur ce qu'on appelle, ce qu'on entend historiquement en littérature, le récit documentaire? Je peux essayer, mais je vais le faire en praticien du récit documentaire et non pas en spécialiste ou en universitaire de cette question-là. En fait, je pense que cette étiquette-là de récit documentaire a toujours un petit peu existé, enfin en tout cas elle existe depuis très longtemps. Non pas en tant qu'étiquette, mais vraiment en tant que production, quoi. C'est-à-dire, par exemple, on peut remonter très loin à Daniel Defoe, dans son journal de l'année de la peste, qui est un livre qui, en son temps, est un livre au statut très étrange. Se présente un tout petit peu comme une fiction, mais en fait c'est une fiction justement documentaire, à portée documentaire ou à ambition documentaire, sur ce qu'a vécu son oncle, si ma mémoire est bonne, pendant la Grande Peste. Et donc Defoe, qui peut-être ne s'autorise pas à ce moment-là à faire un récit qu'on dirait aujourd'hui journalistique, parce que le genre n'existait pas, lui donne comme ça les atours d'une fiction, alors que c'est pas ce qui l'intéresse, quoi. Le livre ne repose pas sur un discours qui mettrait la fiction comme ça au centre de ses préoccupations. Ensuite, il y a plein d'autres livres qu'aujourd'hui on serait tenté de ranger un petit peu tout au long de la littérature, de ranger dans cette zone grise entre des préoccupations strictement littéraires qui amènent du côté de la poésie et un rapport au réel un peu documentaire. Par exemple, les mémoires, qui là pour le coup est un genre très ancien. Les mémoires pourraient aujourd'hui, certains textes pourraient passer pour des récits documentaires, puisque dans l'ambition des mémoires, il y a l'idée de documenter son temps, de documenter non pas simplement dérouler une vie, mais bien de faire l'histoire de son temps. Et au XXe siècle, avec le brouillage un peu des genres, c'est-à-dire par exemple à l'intérieur même de la poésie, il y a des poètes qui s'acharnent à étendre le champ poétique, le champ de la poésie. À l'intérieur du roman, il y a des livres qui commencent à apparaître qui manifestement ne sont pas vraiment des fictions, mais bien des textes autobiographiques. Enfin bref, le récit documentaire va beaucoup attirer à lui, un peu aimanter à lui, quantité de textes qui jusqu'alors n'avaient pas de case à proprement parler. Dans le XXe siècle finissant, ce genre de texte va se multiplier avec donc des auteurs comme par exemple Svetlana Alexievitch qui viennent peut-être du journalisme mais clairement dialoguent avec la littérature. Par exemple, Alexievitch qui fait des livres qui ne sont que, dit-elle, enfin qui ne sont que
collection d'entretiens qu'elle appelle des romans de voix. Donc déjà, elle tire ça du côté de la littérature en appelant ça roman, mais alors qu'il n'y a pas du tout de choses romancées dans ses livres, revendique en permanence Dostoïevski. Donc elle demande à être lue tout en faisant un travail documentaire. Donc sur documentaire, en l'occurrence, ce qu'elle documente, c'est la fin de l'URSS, quoi, la fin du monde soviétique. Elle demande à être lue sur le terrain de la littérature en citant comme ça tout le temps Dostoïevski. Il y a aussi en France certains livres d'Emmanuel Carrère qu'il faudrait ranger là-dedans. Mais il y a aussi toute une partie du travail de François Bon qui, pareil, dans les années 90, quand il écrit par exemple des livres comme Parking, comme plutôt Prison aussi, ou C'était toute une vie, sont des livres qui ont un statut comme ça un petit peu difficile à déterminer. Moi, pendant longtemps, j'ai été lecteur de ces textes, pareil, sans me poser la question du genre. Quand je les lisais, je pouvais les apprécier ou pas, mais je ne les lisais pas à l'intérieur d'un cadre précis. C'est simplement en étant confronté comme ça à ces deux expériences qui ont été les miennes entre 2014 et aujourd'hui, à savoir ces 4 années de va-et-vient avec le Congo et puis ces 4 années de va-et-vient avec la Creuse, que je me suis posé cette question-là, c'est-à-dire quel est le statut, disons, de la réalité ou de ma réalité dans ces textes par rapport aux fictions que j'ai pu écrire avant. D'accord, vous commencez à répondre à ma deuxième question alors. Comment vous y êtes venu ? Alors, ça c'est un petit peu le propre de la réalité, c'est de venir vous solliciter en fait. C'est-à-dire que la fiction renvoie peut-être un peu plus facilement à une sorte de poussée intérieure, c'est-à-dire voilà, sous le coup de choses qu'on observe ou dont on entend parler, tout d'un coup on construit autour et on invente des personnages, etc. Donc voilà, ce serait plus un mouvement intérieur qui cherche à s'exprimer et à aller vers le dehors. Là, en l'occurrence, pour les récits documentaires, et ça je pense que c'est le cas pour beaucoup d'auteurs, il y a une sollicitation extérieure qui vient perturber la tranquillité, la solitude de l'auteur pour l'attirer sur un terrain où il n'avait pas du tout prévu d'aller. En l'occurrence, pour le Congo, par exemple, je fais un premier séjour au Congo qui, dans le cadre d'un travail scolaire, séjour que j'ai construit avec des amis, etc. Et c'est sur place qu'on me fait connaître cette petite ONG qui s'occupe donc de ces mineurs qui se prostituent. Et parce que le courant passe bien, parce que je suis surpris par la qualité du travail que fait cette ONG, je me mets à leur service et je propose de travailler avec eux pour aider ces jeunes filles à sortir de l'accablement dans lequel elles sont, étant donné qu'elles sont obligées de se prostituer pour survivre. Pareil avec les ouvriers de la Creuse, j'écris une fiction que vous avez citée, là, des châteaux qui brûlent, et parce qu'elle est publiée, on m'invite en Creuse à en parler et on me propose de rencontrer les ouvriers de la souterraine. Et donc là, je me fais rattraper par la réalité, quoi. C'est-à-dire que j'avais d'abord abordé le monde de l'usine sur le plan de la fiction et le réel vient toquer à ma porte en me disant « mais viens voir une véritable usine, viens rencontrer de véritables ouvriers et vois si ça te donne pas envie aussi de te mettre à leur service pour faire connaître leur combat. » Bien sûr, mais on peut considérer que votre premier roman, Des châteaux qui brûlent, a aussi provoqué le fait qu'on vienne vous chercher. Oui, tout à fait. Oui. Mais la littérature aussi sert le réel qui vient vous chercher. Exactement, en fait, c'est toujours une tresse tout le temps. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que, évidemment, ces deux espaces-là, qui sont des constructions mentales et puis sont surtout pas hermétiques, l'un nourrit l'autre, etc. Et c'est d'ailleurs cette gymnastique-là que j'ai essayé de mettre en place pendant les 4 années d'écriture de ce livre, Ceux qui te supportent, à savoir que à la fois j'étais dans une espèce de curiosité, c'est-à-dire je voulais vérifier que ce que j'avais imaginé sur le plan de la fiction, je ne l'avais pas imaginé de manière délirante, que ça collait bien effectivement à l'expérience de ces gens-là. Donc quand ils témoignaient, quand ils me racontaient leur histoire, j'avais j'avais 10% de ma concentration qui écoutait de cette manière-là ce qu'il me disait. C'est-à-dire à celui qui, par exemple, racontait les moments très joyeux de ces années de lutte, tout d'un coup, je me disais, oui, tiens, ça correspond bien au type d'énergie que j'ai essayé de décrire dans ma fiction.
Et j'avais aussi une autre partie de moi où, au contraire, je cherchais à débusquer dans ces récits-là tout ce que je n'avais pas anticipé sur le plan de la fiction, quoi. C'est-à-dire de voir de quelle manière le réel est toujours plus profus et toujours moins prévisible que ce qu'on peut imaginer. Et donc, c'est de fait, c'est devenu l'identité de ce livre, de ce récit documentaire, puisque j'ai voulu mettre l'accent sur ce que je n'avais pas déjà, moi, imaginé. Et donc, j'ai mis l'accent sur des tensions que j'ai repérées dans leurs témoignages, qui étaient des tensions, voilà, que je n'avais pas inventées. Et plus particulièrement, plus précisément, qu'est-ce que vous avez découvert? Ben alors, par exemple, en les écoutant, je me suis rendu compte que l'ADN de la lutte de ces ouvriers-là, pendant plus d'une dizaine d'années, c'était de rester dans un cadre légal, d'inscrire cette lutte dans un cadre légal, de ne jamais rien faire qui soit immédiatement illégal ou grossièrement illégal. Eh bien, j'ai trouvé ça admirable parce qu'en fait, tous leurs interlocuteurs pendant plus de 10 ans, qu'on parle des présidents de la République qui sont succédés, qu'on parle de ministres qui se sont succédés, des élus locaux, des industriels, voire même d'une partie de l'administration, ils n'ont eu affaire qu'à des gens malhonnêtes, systématiquement. Malhonnêtes, méprisants, cyniques, indifférents, sourds, parjure à leurs propres paroles, et eux, tout en étant très lucides sur ça, tout en sachant très bien que quand Bruno Le Maire leur dit telle ou telle chose, il est en train de leur mentir. Bruno Le Maire, ministre des Finances, de l'économie et des Finances, eux décident, quoi qu'il se passe, de rester honnêtes, de rester droits, de rester soucieux du bien commun, etc. Et donc je me suis dit, cette tension-là, cette contradiction-là, elle est éminemment tragique. Comment est-ce qu'on fait pour continuer de respecter un ordre des choses qui par ailleurs vous balaie, vous piétine, un ordre des choses qui ne vous calcule pas, qui vous fait en permanence sortir du cadre. Là, c'est une source il y a quelque chose de très noble. Il y a aussi quelque chose qu'on pourrait décrire comme étant un petit peu dérisoire, un peu absurde, et il y a en tout cas quelque chose de tragique là-dedans. Bon, et bien ça, par exemple, cette tension-là, elle est vraiment, elle traverse tout le livre. C'est ça le sujet du livre, c'est la description de cette tension tragique qui est au cœur de leur combat. Et ben cette tension-là, je l'avais pas anticipée, par exemple, dans la fiction. Oui. C'est-à-dire c'est leur dignité, leur volonté de rester confiants dans les institutions et dans la loi. Oui. Exactement. Quand bien même, par ailleurs, ils sont très lucides sur le fait que le système, pour le coup, ou alors cette catégorie-là de puissants, ne leur fera jamais aucun cadeau, ne les considérera jamais. Oui. Donc ça pour moi, c'est voilà, je faisais ce va-et-vient comme ça entre fiction et réalité pour essayer d'abord de faire que les deux livres ne se ressemblent pas, ne soient pas au même endroit, et aussi pour entendre la musique propre de ce réel-là qui venait, quoi, pour ne pas rabattre ma fiction uniquement sur ce réel-là, pour pas passer mon temps à confirmer ce que j'avais voulu faire. Ça aurait été un geste assez narcissique et absurde, quoi. Je voulais vraiment que, puisque là j'étais au contact de gens qui venaient de vivre ça pour de bon, je voulais que se fasse entendre la musique particulière de ce combat-là. Et c'est réussi. C'est réussi, et quand on parcourt les ouvrages que vous avez écrits, on a le sentiment qu'il y a une logique qui se poursuit, qu'il y a quelque chose que vous ne cessez de traquer. Alors, c'est difficile à cerner, mais par exemple, quand dans Je suis une légende, vous prêtez cette maxime au personnage principal, ne fais pas de ton adversaire, je ne veux pas faire de mon adversaire un ennemi. On a le sentiment que ce commandement éthique, vous le retrouvez chez des personnages réels, que vous avez réellement connus, mais c'est tout à fait extraordinaire. Oui, c'est juste, c'est très juste. Je m'attendais à ce que vous fassiez le parallèle sur un autre terrain, mais effectivement, il y a aussi oui, dont j'avais pas conscience, et qui participe sans doute à la séduction
de ce combat-là sur moi, quoi. Effectivement, il y a aussi ça, il y a cette petite musique discrète qui fait que je retrouvais chez ces hommes et ces femmes quelque chose qui avait été mon obsession pour non seulement Ma solitude s'appelle Brando, mais aussi pour Je suis une aventure. Mais en fait, je reviens sur la première partie de votre question qui est la logique à l'œuvre. En fait, j'ai été très très surpris parce que dans les tout premiers temps, pour mes premiers livres, j'avais le désir très 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 net, très fort, de faire que les livres s'enchaînent bien les uns les autres. C'est-à-dire qu'il y ait effectivement qu'il y ait une logique, qu'il y ait une progression de l'un à l'autre. Pas une progression de l'auteur, mais comment dire, une sorte de mélange de progression thématique, progression des personnages. Pour le dire concrètement, dans mon premier roman, Le Dehors ou l'émigration détruite, il y a ces deux hommes qui sont en situation d'échec, qui n'arrivent pas du tout à imposer à leur entourage les choix qui pourraient être les leurs. Eh bien, dans le deuxième roman, qui est très très différent, qui met en scène une cantatrice aujourd'hui, je voulais que cette femme, qui pourtant donc n'entretient aucun lien avec les hommes du premier roman, je voulais que cette femme parte de là où il s'était arrêté. Et donc elle arrive un peu mieux à imposer aux autres ce qu'elle veut pour elle. Elle le fait mal, elle est maladroite, elle est en colère, mais déjà elle va plus loin, dans le sens d'une sorte d'affirmation personnelle, etc. Et mon troisième livre, Anima Motrix, c'était pareil, un personnage qui partait de là où s'était arrêtée cette femme. Bref, il y avait vraiment l'idée de continuité mystérieuse entre les livres, mais mystérieuse pour le lecteur, parce que je ne lui demandais pas du tout de faire ce travail-là de lien, mais par contre qui était vraiment ma boussole. Sauf qu'au bout d'un moment, on ne peut plus la tenir, cette boussole-là, c'est pas possible. C'est-à-dire que on rentrerait dans quelque chose de schématique, de systématique, et ça, je voulais me défendre de ça. Donc, vraiment, après Anima Motrix, j'ai fini par lâcher. Je me suis dit, tant pis pour cette cohérence à laquelle je voulais vraiment rester agrippé, je laisse tomber, j'écris les livres que je veux écrire, et peut-être que une sorte de cohérence impossible à deviner apparaîtra. Impossible à deviner pour moi, c'est-à-dire une cohérence sur laquelle je n'aurai pas la main. Et bien en fait, c'est exactement ce qui s'est un peu passé là avec ces derniers livres, et ce dont j'ai pris conscience il y a très peu de temps, alors que les 3 livres étaient écrits. C'est que je pensais que ces 2 récits documentaires, comme je viens de vous le dire, je pensais que ces 2 récits-là me faisaient faire un pas de côté par rapport à mon travail. C'est-à-dire par rapport à là où j'en étais, sur mes ambitions polyphoniques, etc., etc. Je me disais, voilà, en plus, comme ils sont d'un genre différent, comme il ne s'agit pas de fiction, je me disais, bon, bah voilà, c'est une sorte de pas de côté, c'est un ailleurs de mon boulot. Et en fait, j'ai réalisé, mais seulement après avoir écrit les 2 livres, j'ai réalisé au contraire à quel point ils étaient dans la continuité du travail. Et que c'est de l'ordre un petit peu du miracle, j'exagère, mais qu'on m'ait fait ces propositions à ce moment-là. C'est-à-dire que si on me les avait fait, je ne sais pas moi, en 2010, quand j'avais encore pas écrit Je suis une aventure, quand j'avais pas encore écrit Des châteaux qui brûlent, eh ben, j'aurais sans doute pas été capable de les écrire, ces 2 livres-là. J'aurais pas été capable d'écouter les gens de la même manière, j'aurais pas été capable de restituer leurs paroles de la même manière, etc. Donc j'ai été incroyablement surpris de voir que des choses qui m'arrivaient de l'extérieur, qui étaient pas des commandes, hein, on m'a rien commandé, mais c'était des invitations comme ça à aller voir au dehors, à tel ou tel endroit, au Congo ou en Creuse. J'ai été incroyablement surpris de découvrir que, en même temps, ça n'avait fait que servir une logique d'écriture qui était déjà en mouvement, quoi. Et donc, d'une certaine manière, c'est la réalisation de l'espèce de pari que je faisais en 2006, après Anima Motrix, de dire peut-être qu'une logique apparaîtra sans que je l'ai voulu, quoi, et qui sera en fait la logique d'une obsession
une obsession à l'œuvre, quoi. Et effectivement, s'il faut la résumer à toute berzingue, cette obsession à l'œuvre, c'est le statut, la parole de l'autre, quoi. Qu'est-ce que c'est la parole de l'autre? Comment est-ce qu'on la récupère? Quelle place on lui fait? Et ça, c'est valable dans une fiction, mais c'est valable donc aussi, évidemment, encore plus dans un récit documentaire, quoi. C'est-à-dire, comment on relaie la parole de quelqu'un? Comment on l'a entendu? Comment on l'a écouté? Qu'est-ce qu'on en a retenu? Et comment ensuite on lui donne une forme, en espérant que cette forme ne trahisse pas ce qui a été reçu. Ah oui, oui, oui. Et à partir de là, donc, est-ce que vous pourriez définir ce que la littérature, ce à quoi la littérature se confronte aujourd'hui, justement? Est-ce que ça vous donne des clés pour penser cette question sur un plan plus général, la littérature? Puisque très souvent dans vos romans, ça je le dis pour ceux qui ne les auraient pas encore lus, mais très souvent vous questionnez, vous interrogez la fonction de la littérature, les moyens de la littérature. Est-ce que votre expérience, justement, vous permet de pouvoir nous expliquer, là, aujourd'hui, ce à quoi la littérature est confrontée comme problème? Très, très, très concret, très, très contemporain. Alors, là, j'improvise parce que je me pose évidemment jamais la question de manière aussi ambitieuse que celle-là, quoi. C'est-à-dire, mais effectivement, il y a peut-être un défi qui est un défi vraiment posé à la littérature aujourd'hui. Depuis tout au long du XXe siècle et de manière encore plus claire, plus médiatique depuis 40 ans, un des genres qui est le plus en vogue, ou qui est le plus médiatique, dont on parle le plus, c'est l'autofiction. Bon, c'est une étiquette compliquée, bref, peu importe. L'autofiction. Autofiction qui des fois laisse beaucoup tomber fiction et ça tourne beaucoup à autobiographie, quoi. C'est-à-dire c'est pas souvent un jeu qui est beaucoup réinventé, c'est souvent un jeu de témoignage, voire même un jeu qui se pose de manière assez arrogante des fois en fonction des auteurs, quoi. C'est-à-dire en fait, c'est à cet endroit-là qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du défi posé à l'écriture, à la littérature ou aux auteurs. C'est comment garder le monde, comment faire pour que le livre ne soit pas la description de la chambre d'écho, c'est-à-dire moi, individu dans le monde, voilà, je reçois les choses, je reçois, je sais pas, la vie familiale, je reçois les événements politiques et tout, et ça fait ça et ça à l'intérieur de moi. Comment faire pour que ce ne soit pas juste un exercice solipsiste? Comment faire pour que, même en pratiquant cette réduction à l'individu ou à ma propre personne, comment faire pour ne pas perdre complètement le monde? Comment faire pour que le monde dans le livre ne soit pas juste passé au filtre de ma personne, quoi. Par exemple, je vais parler d'autre chose là, mais c'est vraiment pour répondre à la même chose. Il y a, lié un peu à l'anthropologie du XXe siècle, et maintenant suractivé par toutes les histoires dont on parle énormément ces temps-ci, de woke, de cancel culture, etc., et d'appropriation culturelle encore plus. Il y a toujours cet examen qui est proposé aux auteurs et aux artistes, c'est-à-dire d'où tu parles, quelle est ton identité culturelle pour t'emparer de tel ou tel sujet, etc. Et donc il y a, le risque ou la tentation de ne plus pouvoir parler que de son univers immédiat. Donc là aussi, il y a une réduction au jeu, quoi, à la seule expérience de l'auteur, à son expérience directe. Et moi, je trouve qu'il y a une tension là qui est passionnante. C'est comment, ok, en s'intéressant à cette réduction au jeu, en disant, ok, par exemple, je vais au Congo, je ne peux pas parler directement de ces jeunes femmes-là, ces jeunes Congolaises avec qui j'ai beaucoup échangé, parce que j'aurais beau passer encore plus de temps avec elles, je serais toujours en peine pour affirmer des choses les concernant, donc je ne peux parler que de l'écart que des choses qui nous séparent, que je ne peux que chercher à décrire l'écart qu'il y a entre elles et moi. Et donc le livre il répond à cette question-là. Je ne veux pas faire le deuil
d'une certaine ambition. Je ne veux pas faire le deuil d'un monde plus large que mon monde immédiat. Et voilà, peut-être pour répondre à votre question, c'est peut-être ça le défi qui se pose à la littérature aujourd'hui. C'est, ok, je valide le fait que je ne peux pas parler de tout. Je valide que je ne peux pas me mettre dans la tête d'un Chinois, je ne peux pas prendre un personnage chinois et puis imaginer un Chinois qui débarquerait à Paris, parce qu'en fait je suis incapable de me mettre dans la tête d'un Chinois qui débarquerait à Paris. Donc ok, ça je le valide, mais comment faire pour ne pas renoncer complètement au monde extérieur. Comment faire pour ne pas être enfermé juste dans ma seule expérience. Voilà, cette tension-là, je la trouve hyper intéressante. Alors elle s'oppose en termes polémiques aujourd'hui. Moi, c'est pas la polémique qui m'intéresse, c'est la difficulté qui m'intéresse. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment, vous avez pu, par ce procédé, découvrir des formes nouvelles qui répondent à ce... Ça, c'est une très bonne question parce que ça ne pourra passer que par des formes, effectivement, Ouais. par des formes littéraires, des formes artistiques, ça c'est sûr. Est-ce que moi j'ai le sentiment, moi, d'en avoir forgé de nouvelles? Non. En revanche, je pense qu'il y en a qui se forgent, effectivement. Par exemple, je pourrais prendre l'exemple de Nathalie Quintane, voilà, qui est une autrice qui publie depuis 1995 à peu près, qui a une œuvre très très conséquente. Et qui dans certains... Alors qu'il y a un type de phrasé et de conduite du récit qui est souvent déconcertant. C'est-à-dire, ça n'est pas la belle langue, ça n'est pas un propos construit de manière très cadrée, sont plus facilement des paragraphes qui peuvent donner l'impression d'être un peu détachés les uns des autres. C'est une langue qui peut sembler assez débraillée, pas du tout immédiatement littéraire, elle sonne pas immédiatement. Bon. Et ben à cet endroit-là, je pense que oui, elle bricole des outils là. Je pense qu'il y a une forme qui s'invente qui est pas du tout celle de l'essai. Pas non plus celle du récit, et une forme qui se détourne de la joliesse ou d'un truc très littéraire. Là, je pense que dans cette direction-là, il y a des choses qui se bricolent. Dans le fait d'essayer de s'éloigner un peu de formes trop architecturées. Il m'est arrivé dans certains... Alors peut-être pas dans les livres, mais il m'est arrivé par exemple pour l'âge de la première passe ou dans des textes d'essayer de gagner un peu en liberté sur ce plan-là. D'essayer de faire que, par exemple, d'autoriser plus de coq à l'âne, parce que je vois quand même un rapport, pour essayer de déverrouiller la façon de raconter, de déverrouiller la pensée aussi un petit peu. Je pense que là, il y a des enjeux, oui. Oui, et que ça doit passer là. Vos œuvres témoignent suffisamment de cet aspect aussi de bricolage et de tentative de forger des formes. Je ne sais pas si vous pouvez dire comme ça que vous n'en avez pas construites, des formes nouvelles. Ça, c'est peut-être au lecteur. Voilà, je ne peux pas être le lecteur de mes propres bouquins. Oui. Parce que ce que j'entends dans ce que vous dites là, de très... très saisissant, c'est à quel point ce travail d'écriture, vous ne voulez pas le ramener à une subjectivité, à la subjectivité de l'écrivain, à une subjectivité, mais laisser entrer le dehors, laisser entrer le dehors et que des voix multiples puissent s'exprimer. Ça, c'est mon obsession. Oui, la dimension dialogique. En fait. La dimension dialogique, polyphonique, j'utilise plus souvent polyphonie, mais en fait, quand j'utilise polyphonie, c'est plus des fois en pensant à dialogique, c'est-à-dire comment faire pour qu'il y ait de la friction à l'intérieur du texte, comment faire pour que le texte génère sa propre friction, ses propres oppositions, ou alors ses glissements, comment faire pour que le texte glisse, comment faire pour que, par exemple, quand j'écoute quelqu'un, ne pas garder du témoignage de l'autre ce que j'ai identifié, mais comment faire au contraire pour justement être attentif à tout ce qui m'échappe dans ce que me dit l'autre. Je vais prendre un exemple concret. Dans Ceux qui trop supportent, sur les ouvriers de la Creuse, j'ai
Donc en tout, j'ai une vingtaine d'entretiens qui sont des entretiens à peu près de 2 heures. Et un jour, j'échangeais donc avec l'un d'entre eux qui s'appelle Jean-Marc Ducourtiou. Et voilà, mes questions étaient très larges. Tout m'intéressait, la dimension politique du combat, mais aussi leur vie quotidienne. Et Jean-Marc me parle des animaux qu'il a chez lui. Il en a beaucoup, et de toutes les espèces. Ça va de l'autruche jusqu'au cochon, etc. Et donc on reste un petit peu sur ça, on blague un peu, c'est un moment de l'entretien qui est un moment assez détendu. Et ensuite, rentrer à Paris, quand je réécoute ces entretiens avec Jean-Marc, et que je suis déjà dans l'idée de faire un article long sur ces hommes, je laisse spontanément de côté tout ce développement sur les animaux. Je me dis, ça m'intéresse pas, c'est pas mon sujet. Ça m'a permis de connaître un peu mieux Jean-Marc, mais je laisse ça de côté. Et puis en fait, au bout de 2 ans, quand il a été clair que finalement j'allais faire un livre et pas m'en tenir à ces articles longs, j'ai réécouté tous ces entretiens. Et puis ça m'intriguait ce moment-là sur les animaux, donc je l'ai réécouté une deuxième fois et j'ai fini par entendre, dans la façon qu'il avait de parler des animaux, des choses qui étaient complètement dans mon sujet. C'est-à-dire par exemple, il utilisait des verbes pour parler de ces animaux, qui n'étaient pas du tout les verbes attendus, les verbes normaux. Par exemple, il disait dans la ferme de mes parents, il disait mes parents faisaient 1000 porcs par an. Et moi, spontanément, j'ai voulu prendre mon téléphone et appeler Jean-Marc en me disant qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ils faisaient 1000 porcs par an? Est-ce que ça veut dire qu'ils en envoyaient 1000 à l'abattoir? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y avait 1000 naissances? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Remplace-moi ce verbe faire par quelque chose qui me parle plus et en fait, j'ai pas attendu qu'il décroche, j'ai tout de suite raccroché parce que je me suis dit, mais non, en fait, il est en train de me dire quelque chose en utilisant ce verbe-là. C'est-à-dire un verbe assez bizarrement mécanique, comme dans faire l'amour, quoi. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est un peu trop prosaïque par rapport à l'idée qu'on se fait soit de faire l'amour, soit de faire des animaux. Et je me suis dit, ben justement, il est en train de m'expliquer que lui, ces animaux, c'est pas pour l'élevage, c'est pas pour la viande, c'est pour rien, c'est pour avoir des animaux. Et donc c'est normal qu'il me parle de faire 1000 porcs par an, parce que sa mère pleurait quand ensuite elle amenait les bêtes à l'abattoir. Donc il y a le côté prosaïque du verbe faire, je dois le garder, puisque c'est par opposition à ça qu'il s'est développé lui ensuite en tant qu'adulte et en tant que propriétaire de ces animaux. Donc voilà, c'est ça, c'est typiquement ça. Les animaux, c'est pas une question qui m'intéresse. Cette partie-là de l'échange, je l'avais laissée de côté, etc. Et bien en fait, au fil du travail du livre, je me rends compte que non, je suis complètement dans mon sujet, que finalement, je dois garder ce passage-là, je dois le retranscrire et surtout, je ne dois pas le modifier. Je dois garder les mots de Jean-Marc. Bon, et ben ça, voilà, là, je viens juste de prendre un exemple, mais en fait, c'est valable pour mes fictions, pour tous les trucs documentaires que je peux vouloir faire. C'est être dans une espèce de surécoute de manière à ne pas rabattre ce que me disent les autres sur ce que je sais déjà, mais au contraire à être augmenté par leur singularité. Et pour créer de la friction avec ce que je crois savoir moi, ou avec ma façon d'être au monde. Ah oui, c'est intéressant, c'est comme notion de surécoute, surtout pour nous. Oui, j'imagine bien, et pourtant je le dis de manière innocente, mais en disant, je m'en rends compte. Je pense que c'est typiquement le travail de l'écriture. Et même quand on est du côté de la fiction, c'est d'être dans une espèce de surattention à ce que disent les gens et aux mots qu'ils utilisent pour le dire, ou alors au silence dans la phrase, aux hésitations, évidemment aussi à des formes de lapsus. Je l'ai un petit peu pas théorisé, mais je l'ai raconté dans L'âge de la première passe. Je cite une des jeunes femmes qui, dans un texte qu'elle avait écrit, pour lequel je lui demandais de répondre à cette question toute simple, quel est ton plus beau souvenir? Et je rentre à l'hôtel avec son texte, et je faisais l'effort tous les soirs de taper tout de suite ce qu'on m'avait donné dans la journée. Et je rentre et je tape son texte, et en fait, comme tous les textes que je tapais de ces jeunes femmes-là, qui étaient des textes très fautifs en français, par rapport à une norme académique, je corrigeais en même temps que je tapais. Donc je mettais ça en bon français. Et puis, après avoir terminé de taper son texte, qui faisait une page, je me suis rendu compte, et ça m'a fait sourire,
qu'elle avait écrit le mot souvenir 3 ou 4 fois, et à chaque fois elle l'avait orthographié de manière complètement différente, mais complètement. Alors ça m'a amusé, et puis il m'a encore fallu peut-être une demi-heure avant de me dire, mais alors non, elle est en train de dire quelque chose en fait. Alors normalement un souvenir c'est un truc qui s'imprime en nous, et là manifestement ça s'imprime pas, puisque le souvenir c'est très mobile sous sa plume, quoi. C'est-à-dire à un moment elle l'écrit s'ouvrir, à un moment elle l'écrit je sais plus comment, etc. Donc le souvenir qui devrait s'imprimer parce que c'est ton plus beau souvenir, en fait là il s'imprime pas. Alors déjà ça je trouve ça intéressant, mais c'est surtout que quand elle l'écrit s'ouvrir, tout d'un coup je me dis mais oui, ça c'est la fonction d'un beau souvenir, c'est d'ouvrir les choses, quoi. C'est-à-dire pourquoi on considère que c'est un beau souvenir, pourquoi on chérit ce moment-là de son histoire, c'est précisément parce que quelque chose s'ouvrait à ce moment-là, quoi. Et c'était de fait ce qu'elle racontait pour elle, c'est-à-dire un moment d'espoir qu'elle avait eu quand elle avait vu arriver les infirmières dans le bordel où elle travaillait. Bref, et donc là je me suis dit, je ne peux pas corriger ce texte-là, il faut à tout prix que je le restitue tel qu'il a été écrit, en tout cas au moins avec ce travail-là sur l'écriture du mot souvenir, sur l'orthographe du mot souvenir. Ben voilà, donc là ça se rapproche effectivement peut-être d'un travail qui peut se faire dans le cadre d'une analyse, quoi. T'as entendu ce que tu viens de dire? Alors là, c'est pas moi qui viens de le dire, mais c'est à moi de dire. T'as entendu ce qu'elle vient de dire, quoi. Donc, fais une place à ça, quoi. Fais une place à la façon qu'ont les gens de parler, parce que en fait, là, il y a un vrai pan de monde qui est posé sur la table, quoi. Oui, là, ce qui nous intéresse, c'est ce que peut la littérature, ce que fait la littérature. Et bien justement, parce que excusez-moi, je me coupe juste pour souligner un point que j'ai trouvé très remarquable aussi, parce que vous écoutez les personnages, vous écoutez les sujets qui viennent vers vous, ou vers lesquels vous allez vous-même, mais vous faites aussi très attention au langage de la société. Oui. Et dans ceux qui supportent trop, il y a une page remarquable où vous avez cette phrase qui dit ce que ce capitalisme-là fait au langage. Et tout un développement à la suite sur la façon dont le langage est manié aussi, et a des incidences. Donc ma question, que peut la littérature? Alors que peut la littérature? Elle peut ça, elle peut une forme de bienveillance, alors, ou de curiosité, disons dans un premier temps, de curiosité pour le discours de l'autre, et moi je pousserais la curiosité jusqu'à la bienveillance, quoi, c'est-à-dire être un endroit d'accueil de cette parole-là, quoi. C'est-à-dire par exemple ces jeunes femmes, alors je peux prendre l'exemple avec le Congo et la Creuse, dans les deux cas c'est valable. Ces jeunes filles au Congo, il y a très peu de gens à qui elles se sentent de se confier. Dans le cadre familial ou de ce qui reste de leur cadre familial, c'est impossible. Elles seraient rejetées, tapées, volées, etc. Elles ne peuvent pas confier qu'elles se prostituent. Donc c'est une grande solitude, ça, de ne pas pouvoir se confier. Au dehors, il vaut mieux qu'elles évitent de trop le dire, parce qu'elles s'exposeraient encore plus à la violence de certains hommes. Donc le seul endroit où elles peuvent le dire, c'est au personnel de cette petite ONG qui s'occupe d'elles, pour essayer de faire qu'elles puissent s'éloigner de la prostitution. Donc c'est-à-dire 3 infirmières et 2 formateurs, c'est-à-dire pas grand monde, quoi. Et bien moi j'arrive dans ce contexte-là, et à force de patience, à force de présence, elles finissent par comprendre que je suis du même bord que ces formateurs et ces infirmières, et que à moi aussi elles peuvent se confier, que je serai ni dans le jugement, que je ne serai ni dans l'utilisation de ce qu'elles me disent, et que si j'ai une ambition avec elles, c'est de les écouter, et en les écoutant bien, de leur proposer une forme de douceur, voilà, je sais pas comment le dire, mais c'est vraiment le mot douceur, quoi. Bienveillance, douceur.
Et en fait, avec la Creuse, c'est pareil. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces ouvriers de la Creuse? Depuis 2010, voire même avant, ils tentent d'alerter les différents patrons qui se succèdent à la tête de l'entreprise. Ils tentent d'alerter les élus locaux. Ils tentent d'alerter la préfecture de la Creuse. Ils tentent d'alerter les ministres et les présidents. Personne n'en a rien à foutre de ce qu'ils disent. Ils sont en permanence snobés, méprisés. Ils arrivent à toutes les réunions avec des propositions concrètes. On n'en tient pas compte. On estime que c'est pas leur boulot, alors qu'en fait, c'est très réfléchi. Et ben, pour eux, de voir qu'un réalisateur, Lech Kowalski, de voir qu'un journaliste, Benjamin Karl, de voir qu'un écrivain, moi-même, on les a écoutés. On les a pris excessivement au sérieux. On a construit tout un travail pour essayer de relayer leurs paroles. Et ben, ça a été un soulagement. Ils me l'ont dit, ça a été un soulagement très grand, parce que tout d'un coup ils se disaient, on n'est pas fou, en fait, on a raison d'y croire, il y a bien finalement quand même des gens qui estiment que notre combat, non seulement il est juste, mais en plus il est beau moralement, etc. etc. Pourquoi donc, la question de la folie, excusez-moi, je vous interromps. Parce que quand on passe beaucoup d'années de sa vie, en l'occurrence eux par exemple, à se battre, à répéter toujours les mêmes choses, à n'être jamais entendu, on peut avoir le sentiment que oui, d'accord, on est convaincu de ce qu'on dit, mais si à aucun moment le dehors ne s'en empare, bah, c'est une parole qui a un statut bizarre, quoi. J'avoue que c'est un peu la même chose dans le cadre de l'écriture, hein, c'est-à-dire que moi je passe 4-5 ans sur mes livres, quand je vois la fête que c'est pour moi de travailler ces livres-là, quand je vois que ça me tient en éveil pendant 4 ou 5 ans, et quand je vois de quelle manière ils peuvent ensuite avoir du mal à vivre une fois qu'ils sont publiés, la question se pose aussi, des fois. C'est-à-dire, oui, ok, ça me fait vivre, oui, ok, ça me passionne, mais si je suis seul à être passionné par ça, enfin je caricature, mais si je suis seul à être passionné par ça, quand même, il faut se poser des questions. Donc oui, j'utilise le mot folie là de manière un peu légère, mais il y a un peu de ça, quoi. C'est-à-dire quand même, on a besoin à un moment on a besoin d'avoir un retour sur ce qu'on fait, quoi. Donc les filles du Congo, elles ont besoin d'avoir un retour bienveillant sur ce qu'elles racontent, c'est-à-dire un retour qui soit exempt de jugement moral. Les ouvriers de la Creuse, ils ont besoin d'être dans un dialogue parce qu'ils posent un dialogue, ils construisent des tas d'idées, ils sont dans une demande d'interaction, etc. Et moi, d'une certaine manière, quand j'écris, c'est pareil. Donc une parole a besoin d'un entendeur pour ne pas rester une lettre morte. Ah oui, oui, elle a besoin d'un entendeur et que cette écoute soit une écoute... ouais, voilà, je tourne toujours autour de ce mot de bienveillance. C'est pas pour... c'est pas une idée de bisounours, c'est pas une idée niaise, mais je pense qu'il y a quand même ça... Alors, il y a quand même ça à l'horizon de l'écriture. Il y a un autre horizon possible à l'intérieur de ça, hein, dans un livre. C'est-à-dire qu'on peut vouloir faire un livre pour constituer ce lieu-là où on recueille la parole de quelqu'un et on la recueille de manière bienveillante, mais le même livre peut aussi assumer une autre ambition qui est une ambition de faire sécession avec une partie du monde, faire sécession avec la violence du monde, par exemple. Donc un livre qui peut être extrêmement acide, qui peut être un livre très en colère. Les deux peuvent être tout à fait concomitants. Un auteur peut se retrouver dans les deux ambitions, à la fois de constituer du collectif et de faire sécession, à la fois être dans une position d'accueil et une position de refus. Pas de la même chose. Position d'accueil de personnes qui souffrent ou qui construisent quelque chose, et position de refus vis-à-vis de toute une autre partie du monde. Et je reviens à l'autre partie de votre question, c'est oui, je crois que sans vouloir aucunement embrigader la littérature et les écrivains, je crois il est évident aujourd'hui, ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, c'est-à-dire depuis peut-être 30-40 ans, il est évident que le monde politique, les puissances industrielles, marchandes, investissent de telles sommes dans la construction de discours, c'est-à-dire en passant par des communicants, en passant par des agences de com, etc., qui vont leur dicter les mots de telle ou telle campagne électorale, les mots de tel ou tel discours, qu'il est évident que le conflit
la lutte des classes, par exemple, pour utiliser un vieux mot, mais où le conflit est évidemment encore dans les représentations et dans le langage. Et que à ce titre-là, tous les gens qui utilisent le langage par passion, donc l'écriture par exemple, l'écriture de chansons, l'écriture de poèmes, l'écriture de théâtre, mais peut-être aussi une certaine écoute du côté du soin, il est évident que tous ces gens-là, fascinés par ce qui se passe quand on écoute quelqu'un, ont leur mot à dire dans ce contexte-là, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait répondre pied à pied à la façon qu'ont les communicants d'utiliser le langage, de le tordre, de lui faire dire n'importe quoi, alors que du côté de l'écriture, on essaye en permanence de rendre justice à l'incroyable richesse des faits de langue. Et donc, je crois que là, il y a comment dire, il y a un lieu d'affrontement qui est désigné là, je pense. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est clair, je dis ça parce que ça se vérifie au travers de chacune de vos œuvres. Est-ce que vous lisez Lacan? Alors, pas du tout. Bon, je peux vous en dire un petit morceau. Allez-y. Et vous demander de réagir. C'est durant un séminaire qu'il consacre à la relecture d'Hamlet et à la traduction de la pièce de Shakespeare pour son auditoire. Et c'est à la fin d'une de ces séances. Je soutiens, dit Lacan, et je soutiendrai sans ambiguïté, et ce faisant, je pense être dans la ligne de Freud, que les créations poétiques engendrent, plus qu'elles ne les reflètent, les créations psychologiques. Ok. Alors, si je... Parce que je vous interrogeais sur le pouvoir de la littérature. Alors, je crois comprendre, mais je crois savoir aussi que dire ça des textes de Lacan, c'est un peu ambitieux. Je crois comprendre, et je trouve que c'est une idée qui est très belle, c'est-à-dire le langage n'est pas à la ramasse de la psychologie, il peut être premier, et peut-être que certains faits relevant de la psychologie s'expliquent d'abord par quelque chose qui s'est passé dans le langage en amont. Et je trouve l'idée très féconde parce que si on l'applique par exemple aux formes littéraires, on peut dire ça, on peut dire que les formes littéraires n'apparaissent pas obligatoirement parce que on se dit tiens, pour décrire telle partie du monde il va falloir que je forge des outils de telle et telle manière, mais ça peut être forger des outils et qui finissent par déplacer quelque chose dans le monde, c'est-à-dire que le monde finit par trouver sa place dans ces outils-là, quoi. Ce ne sont pas obligatoirement des outils qui sont faits... je vais essayer de le dire autrement. Quand on a beaucoup d'argent et qu'on va chez le chausseur, il prend les mesures du pied et il va adapter une chaussure, il va faire la chaussure sur le pied. Et quand on a moins d'argent, on a un pied et on cherche la chaussure qui lui va. Et bien avec les formes littéraires, souvent, trop souvent, on imagine que c'est... il y avait le réel et il fallait une forme littéraire pour décrire ce réel-là. Il fallait construire une forme littéraire. On peut imaginer l'inverse. On peut imaginer que la forme littéraire est première et que c'est le réel qui finit par s'y conformer. Par exemple... Pardon. Il y a une phrase magnifique dans Proust, je crois que c'est dans le temps retrouvé. Oui, je suis sûr que c'est dans le temps retrouvé. Proust dit que... je vais mal le redire, mais l'idée c'est celle-là, c'est... on découvre Renoir, les femmes chez Renoir, et ensuite on ne voit plus que des Renoirs dans la rue.
Il le s'est dit d'une manière splendide. C'est un passage, c'est un des plus beaux passages de la recherche. Bon ben voilà, je trouve que ça résonne un peu par rapport à la citation de Lacan en fait. C'est parfois l'œuvre d'art est tellement belle, dense, elle propose une expérience de vie tellement intense que le réel finit par s'y conformer, que le réel finit par trouver cet autre réel-là désirable et finit par essayer de se caler sur le rythme de l'œuvre, peut-être. C'est une pétition de principe, mais des fois, c'est très nourrissant. Ça peut être très nourrissant. Ça peut être très... très enthousiasmant. Ouais. Si j'ai bien suivi votre propos, parce qu'il y a un terme qui revient et qui fait même partie d'un des titres de vos premiers ouvrages, c'est le dehors. Vous êtes un écrivain du dehors, si je peux le dire comme ça. En fait, je crois que ça remonte à des choses dont j'ai pas parlé depuis longtemps, mais dont je parlais beaucoup à un moment. Je crois que la littérature, elle est venue enfin l'écriture, plus encore que la lecture, c'est venu dans mon parcours pour répondre à une forme de claustrophobie. Pas de claustrophobie physique, c'est-à-dire je peux très bien rester enfermé 3 mois ici, ça ne me posera pas de problème, mais de claustrophobie mentale ou sociale. C'est-à-dire le besoin de tout le temps aérer, ne pas être prisonnier d'une situation sociale, de ne pas être prisonnier d'un groupe d'amis, de ne pas être prisonnier d'une relation amoureuse. J'ai vraiment cette angoisse-là très très forte, qui m'amène des fois à faire voler en éclats certaines situations humaines, parce que j'ai le sentiment que les choses se referment sur moi. Et en fait, l'écriture, je pense, était là dès le départ pour maintenir tout ça, je sais pas, ma vie, ma tête, la maintenir dans l'ouvert, la maintenir fissurée, ouverte, ramener de la complexité, ramener du dehors, ramener de l'autre, et le trouver en moi en fait, puisque ce qui m'intéressait le plus, c'était l'écriture de la fiction. Donc oui, la présence du dehors comme une chose vraiment un petit peu vitale, quoi. De manière très symbolique, le matin quand je me lève, j'ai vraiment quelle que soit la saison, j'ai qu'une obsession, c'est d'ouvrir la fenêtre de la chambre. Alors tout le monde fait ça pour brasser l'air et tout, mais moi je me rends compte que c'est pas uniquement pour brasser l'air. Je me rends compte que c'est le besoin de savoir que ça reste ouvert, qu'au moins dans l'appartement il y a au moins une fenêtre qui est ouverte. Enfin je sais pas, il y a un truc comme ça qui est de l'ordre un peu de une espèce d'inquiétude. Et la littérature a transformé cette inquiétude en joie. Très réussi. Pour terminer, puis pour ouvrir une fenêtre, est-ce que vous êtes d'accord pour lire un petit extrait de votre dernier roman ? D'accord. J'espère que c'est assez clair. Si l'art est une puissance, c'est d'abord qu'il travaille à partir du tremblement du cygne. Chaque mot possède non pas un sens, mais des glissements de sens. Un halo de signification relié entre elles par l'histoire, les usages. Chaque mot annonce sa nuance, ou est précédé par elle, ou est suivi par son renversement. La littérature existe pour rappeler au langage qu'il n'est pas essentialiste. Le tremblement du cygne ou de la touche désigne l'œuvre d'art, son élégance et ses scrupules ou ses précautions. Il s'agit de ne rien encadrer, enfermer, isoler. Les œuvres les plus sombres ne dépriment pas, on ne sort pas abattu du voyage au bout de la nuit ou d'Apocalypse Now, mais enthousiaste. On ne sort pas abattu du combat des GMS. Citation. Avec cette proposition de loi, nous avons fait une belle action, au sens esthétique comme au sens moral. Voilà, c'est une phrase de Laurence Pache.
La littérature est cet art qui sidère quand il débusque le multiple au cœur de l'un, quantité de mots au cœur d'un seul, des je t'aime dans un va je ne te hais point. Tu crois être l'hôte de quelqu'un, et en fait c'est lui qui est le tien. Comment dire mieux à quel point le langage est la place de l'autre, à quel point écrire, c'est accueillir celui qui n'était pas prévu. Merci. 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 À vous. Bon, on va couper là. On retrouve peut-être presque l'idée qui se trouvait dans le truc de Lacan. Quand, Oui, oui, oui. Ne rien encadrer, enfermer. Ou, Ouais. Zut, non, c'était... voilà. Chaque mot annonce sa nuance ou est précédé par elle. Ok, merci.